Je me réveille dans le monde d'Aitel, enfermé dans une petite caverne. Je fouille tout ce que je trouve. Au début, chaque ressource compte. J'ouvre les portes, le monde s'offre à moi. Je coupe du bois, je crafte mes premiers outils, pioche, hache. J'explore sans réfléchir, je récolte tout. Baies, fleurs, champignons. J'apprends en avançant. Premier danger, un loup hostile m'attaque. J'essaye de me battre, échec. Je fuis et retourne à mon point d'apparition. Je forge une arme, je découvre la survie, feu de camp, champignons cuits, régénération. Mais même armé, le combat me dépasse encore. Je préfère éviter l'affrontement. En explorant, je comprends enfin. Les armes ont des attaques chargées, tout devient plus clair. Une maison abandonnée sur ma route. Je pille chaque coffre sans hésiter. Je descends ensuite dans les mines, je cherche de quoi progresser et je retrouve du cuivre. La nuit tombe. Je remonte à la surface et transforme enfin mes trouvailles. Un plastron de cuivre et des dagues, ma première vraie amélioration. Mais je ne m'arrête pas là. Je redescends en grotte, déterminé à en récupérer encore plus. Jour 2, je remonte à la surface, direction les fours. Tout le cuivre récupéré passe à fondre. Des dizaines de lingots. Cette fois, ça devient sérieux. Le cuivre est prêt. Je forge enfin une arme complète en cuivre. Ma première vraie protection. Pendant que le métal chauffe, je prends un risque. Je pars explorer la nuit. Je veux voir ce que le monde cache vraiment. Non loin de mon point d'apparition, je fais une découverte majeure. Un village de marchands. Des maisons construites dans des arbres. Leur architecture est impressionnante et surtout, je sais que cet endroit comptera plus tard. Une énorme créature volante avec des tentacules m'attaque. Le combat est violent, mais je tiens bon. Sans cette armure, je serais mort, aucun doute possible. La journée touche à sa fin. Je mets de l'ordre dans ma progression et craft toutes les tables de fabrication qu'il me manquait. La journée commence par la chasse. Le cuir est essentiel pour les armures supérieures, mais avec mon équipement actuel, chaque animal est un défi. En explorant, je remarque quelque chose d'étrange. Depuis mon arrivée, un symbole apparaît sur ma boussole, un portail. Je décide de le suivre. Sur place, un golem protège l'entrée. Un moment de stress, puis le combat. Je le vains. Le portail est libre. Je découvre alors une nouvelle zone, et elle est magnifique. Je vous laisse admirer. Au centre, une statue. En échange des mémoires des monstres vaincus, elle permet de débloquer des crafts, des recettes, des téléporteurs. Plus de 240 créatures différentes peuplent ce monde. L'ampleur de l'aventure devient claire. De retour chez moi, je forge une épée en fer. Direction la mine. Mais quelque chose ne va pas. Je suis trop profond. Le fer est presque introuvable. J'ai fait une erreur et je l'ai payé cher. Je meurs face à des grenouilles géantes infernales. De loin, les pires créatures que j'ai affrontées jusqu'ici. Mais je n'abandonne pas. Je finis par trouver du fer. Jour 4, je remonte à la surface avec un objectif clair, sécuriser ma future terre. Tous les animaux alentours sont chassés, le cuir est trop précieux pour être ignoré. Je découvre ensuite un camp d'orques, impossible de les laisser en vie. Je les élimine et récupère leur butin. Entre deux combats, je poursuis la chasse. Biches, ours, tout ce qui peut fournir du cuir y passe. Je prépare l'avenir. La nuit tombe, retour à la base pour faire fondre tous les minerais récoltés. Chaque lingot compte. Comme j'utilise beaucoup les armes à distance, je dois évoluer. Arc ou arbalète? Je choisis l'arbalète, par curiosité. Je n'ai pas encore assez de ressources pour une armure complète, je forge seulement des jambières en fer. Dernier test avant la fin de la journée, l'arbalète. Et très vite je sens que cette arme va compter. Jour 5, je commence la journée au portail oublié. J'ai enregistré mes premières mémoires, l'aventure laisse des traces. Puis, je me consacre entièrement à la chasse. Le cuir reste la priorité. Beaucoup d'animaux tombent aujourd'hui. En explorant plus loin, je traverse un écosystème volcanique. Trop dangereux, je ne m'y attarde pas. Un peu plus loin, changement total d'ambiance. Un biome aux couleurs azur magnifique. Je prends le temps d'observer. Je finis par atteindre une savane désertique, hostile, inhospitalière. Mais elle cache elle aussi un portail oublié. Je décide d'y aller. Un golem garde l'entrée, je l'affronte et le vainc. À l'intérieur, je découvre du thorium dans un coffre. Une question me vient alors. Et si les minerais dépendaient des zones? Le portail mène au même endroit que les autres. La nuit tombe, je rentre à la base. De retour chez moi, je m'occupe des ressources et commence enfin à organiser mes coffres. La journée suivante est plus calme. Je passe l'essentiel de mon temps à explorer. Au détour de ma route, je découvre un château abandonné, en ruine.
et infesté de squelettes. Un vestige d'un autre temps. Après l'exploration, je renforce mon équipement. Je forge enfin un torse en fer et je répare mon épée. La nuit tombe. Plutôt que de la subir, je l'utilise. J'éclaire mon point d'apparition, sécurisant enfin cette zone. Un endroit sûr, un vrai point de départ. Au jour 7, je continue à aller dans les grottes pas loin de mon point d'apparition. Un dernier espoir d'y trouver encore du fer. Sinon, ça sera l'occasion de tester ma théorie. Les minerais dépendent peut-être des écosystèmes, notamment désertiques. Mais la réalité est décevante. Les heures passent et le fer se fait rare. En fin de journée, le constat est clair. Je n'ai presque rien trouvé. Dans tous les cas, même si le fer s'est fait rare, j'en ai assez. J'améliore ma table de craft et je forge enfin les 2 pièces d'équipement manquantes. Mon armure est complète, mais une question me hante toujours. Pas de thorium, pas de cobalt, et si les minerais dépendaient vraiment des écosystèmes? Je pars donc dans le désert. Après tout, j'ai trouvé du thorium près d'un portail oublié dans cette zone. Il est temps de vérifier ma théorie. Les heures passent, aucune mine en vue. Puis la nuit tombe. Et là, par hasard, j'en découvre une, juste à côté d'une structure. Je décide de ne pas prendre du risque inutile, je pose un lit et je m'endors. Jour 9, je descends enfin dans la mine du désert. Et cette fois, aucun doute possible. Du fer, du thorium, en énorme quantité. Ma théorie était la bonne, les minerais sont bien séparés par écosystème. Une mécanique qui me force à explorer pour devenir plus puissant. La nuit commence à peine que j'ai déjà miné 134 minerais de fer et 105 de thorium. Une exploration plus que rentable. Je rentre à la base pendant la nuit, je range les coffres et je lance la fonte des minerais. Je commence la journée par un choix essentiel. Je crafte un sac à dos. Plus d'inventaire, plus d'efficacité. En attendant que les minerais finissent de fondre, je retourne chasser autour de mon point d'apparition. Autant optimiser le temps. De retour à la base, un problème apparaît. Il me manque un croc de venin pour améliorer ma table de fabrication d'armes. Direction le désert. Là-bas, beaucoup de monstres peuvent en lâcher, du moins en théorie. Mais je découvre une nouvelle règle du monde. Jour et la nuit ne font pas apparaître les mêmes créatures. La nuit tombe et seuls les monstres du vide surgissent. Aucun croc de venin. Je passe donc la nuit à les combattre. Ils lâchent des essences de vide et des cœurs du vide. Ça servira forcément plus tard. Jour 11, je mets enfin la main sur le croc de venin qui me manquait. Objectif atteint, mais je m'arrête pas là. Toute la journée, je continue à traquer la faune. Le cœur s'accumule jusqu'à la tombée de la nuit. Je peux enfin améliorer ma table de craft d'armes. Premier choix important, j'abandonne l'arbalète. Elle est puissante, mais elle se brise trop vite et tire 5 flèches à la fois. Trop coûteux. Je fabrique donc un arc en thorium. Moins de dégâts, mais une consommation maîtrisée. J'ajoute aussi des dagues. Je voulais passer directement à l'armure en thorium, mais il me manque du bois azur. Je décide donc d'attendre le lever du jour pendant que le cuir tanne. Je ne perds pas de temps. J'observe les recettes disponibles et planifie la suite. Jour 12. Je commence la journée en récupérant du bois azur. Grâce à lui, j'améliore la table d'armure et forge enfin mon armure en thorium. Le reste de la journée est consacré à une nouvelle découverte, l'agriculture. Inspiré par ce que j'ai observé la nuit précédente, je creuse un trou, j'y mets de l'eau et je plante autour. Un réflexe familier clairement inspiré de Minecraft. Je plante toutes les graines récupérées dans les coffres des différentes structures. Dans la nuit, ma première récolte arrive. La table passe au niveau supérieur. Je replante aussitôt de nouvelles graines et contre toute attente, c'est fun. Jour 13. Je repars chercher du bois azur. Sa couleur me plaît. Je veux construire avec. Je fabrique des graines et découvre une mécanique surprenante. Des graines éternelles. Si mon intuition est bonne, c'est une mécanique extrêmement intéressante. Malheureusement, le bois azur ne permet encore rien de concret. En attendant, je replante. Je m'occupe aussi de la décoration des plantations. De simples murs en pierre, rien de compliqué. Puis vient la première récolte éternelle, pas besoin de replanter. La mécanique est excellente. La table d'agriculture passe encore un niveau au-dessus. Je consacre les jours 14 et 15 à l'agriculture. La mécanique est plaisante, efficace, mais je comprends vite, faire tout d'un coup n'est pas la meilleure option. C'est fun à jouer, moins à regarder. Je prends donc une décision importante. Continuer l'agriculture progressivement au fil de l'aventure plutôt que de m'y enfermer trop longtemps. Un compromis simple mais essentiel pour la suite. Je commence la journée en capturant de petits animaux, à l'aide de boîtes prévues à cet effet. Puis je pars dans une direction encore inexplorée, à la recherche d'un nouvel écosystème. Si les minerais sont bien séparés par zone, je dois le vérifier. En chemin, je découvre un nouveau portail abandonné, juste à côté d'un écosystème froid. Tout s'aligne parfaitement. Je combats quelques squelettes et la faune locale. Les ressources sont différentes.
et les Outlanders frappent beaucoup trop fort. Je décide donc de descendre en grotte pour obtenir une réponse claire. Et cette fois, aucun doute. Du cobalt, c'est nickel. Je poursuis le minage jusqu'à remplir entièrement mon inventaire chargé de ressources. Je rentre enfin à la base. Je passe la nuit à tout ranger et à lancer la fonte des ressources récoltées. Les arbres que j'avais plantés ont bien poussé, un signe que tout commence à porter ses fruits. Le progrès a un poids, mais il en vaut la peine. Jour 18, je commence la journée par l'agriculture. Très vite, un constat s'impose. Le maïs est de loin la culture la plus rentable. Chaque récolte rapporte entre 2 et 4 maïs revendus, 4 essences de vie l'unité. L'agriculture devient une activité idéale pendant que les minerais fondent. Le temps travaille pour moi. Je forge ensuite ma première hache. Et pour marquer le contraste, elle est en cobalt. Je la teste sur plusieurs monstres, notamment les gardiens des portails oubliés qui réapparaissent parfois. Le verdict est clair, j'aime bien. Même si à mon avis, les dagues restent supérieures. L'objectif du jour 19 est de faire un sac à dos de niveau 2. Pour l'obtenir, il me faut des restes de tissus brûlés récupérables uniquement dans les profondeurs des mines. C'est là que vivent les grenouilles géantes, celles qui m'avaient tué au début. Toujours aussi violentes. Je m'y enfonce malgré tout et remonte avec 22 tissus. Mais trop tard, je réalise mon erreur. Il m'en manque encore 4. La nuit n'est pas perdue pour autant. J'en profite pour capturer un cheval. Jour 20, je vais chercher les derniers tissus manquants. Cette fois, c'est bon. Je peux enfin fabriquer le sac à dos niveau 2. Avec tout l'essentiel en main, je prends une décision. Partir explorer l'écosystème volcanique. À ce stade, j'ai déjà mis la main sur le cuivre, le fer, le thorium et le cobalt. Il me manque plus que l'adamantite et le mithril. Et en tant que fan du Seigneur des Anneaux, une armure en mithril me fait clairement rêver. Mais la réalité est brutale. Ici, chaque monstre semble vouloir ma mort. Aucune grotte, celle que je trouve vide, aucun minerai, et je cherche clairement pas au bon endroit. La quête continue. Jour 21, ne trouvant toujours rien, je retourne à la base. Je récupère un seau d'eau et tout le nécessaire pour fabriquer des portails. De retour dans le volcan, je les installe. Désormais, je peux rentrer à la maison instantanément. L'endroit est magnifique. Normalement, des dinosaures auraient dû apparaître, mais la zone a été chargée avant leur ajout. Malgré tout, toujours aucun minerai en vue. Alors je change d'approche. Je commence à creuser directement dans les murs. Jour 22, toujours aucune trace d'adamantite. En revanche, les dinosaures sont bien là. Je refuse d'y croire. Il ne peut pas ne pas y avoir de minerai dans cet écosystème, à moins que quelque chose ne cloche. Le doute s'installe. Et je me rappelle d'une chose, le monde est en early access, la map est peut-être tout simplement buggée. Je pars plus loin dans la génération de ma map, espérant que le problème se résoudra. Et enfin, une grotte, à l'intérieur de l'adamantite. Je mine sans relâche jusqu'à épuiser le filon. De retour à la base, grâce au portage, je me retrouve avec 50 unités d'adamantite. Une vraie satisfaction. Pendant que le minerai fond, je termine le premier champ, désormais rempli de graines éternelles, et je commence à aménager mon second champ. La journée suivante est consacrée au minage d'adamantite, toujours sans relâche. Parallèlement, je continue à travailler sur mes champs. Le progrès avance sur tous les fronts, entre richesse minérale et abondance agricole. Sur 25 et 26, je pars dans les biomes enneigés pour récolter des ressources nécessaires à l'amélioration des différentes tables de fabrication. Un objectif clair, pouvoir enfin transformer l'adamantite en équipement. Au cours de l'exploration, je tombe sur un pass d'Outlander particulièrement puissant. À l'intérieur, une salle spéciale et un grimoire étrange. Je ne peux pas m'empêcher de le penser, ces types font clairement des expériences bizarres. Grâce aux matériaux récupérés, je forge enfin des armes en adamantite. Les dagues, un arc ainsi qu'une pioche et une hache. Le jour 27 et 28 sont consacrés à l'exploration. Mon objectif est une nouvelle fois clair, trouver du thorium et de la chitine pour améliorer la table d'armure. Pour cela, je pars à la recherche d'un désert plus vaste, plus loin, plus dangereux. Jour 29, je prends le chemin du retour vers la base. En route, je m'arrête dans une mine de gobelins. Rien de très intéressant. La nuit tombe lorsque je passe par mon portail du volcan. Mais un problème persiste. Il n'est toujours pas assez de chitine. L'armure devra attendre. Jour 30, je m'attaque à quelque chose devenu urgent. Pendant que les minerais fondent, je réaménage entièrement ma base. La zone des coffres était devenue ingérable. Tout doit être mieux organisé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est nécessaire pour la suite de l'aventure. Jour 31. Après avoir rangé mon point d'apparition, une envie naît. Construire une vraie base. Je pars donc chercher des blocs dans l'écosystème volcanique. Très vite, je me rends compte qu'il doit exister un moyen plus efficace de miner la pierre volcanique. En explorant plus loin, j'aperçois un volcan à la roche encore plus noire. Parfait pour la construction, du moins je le pense. Coup de théâtre. Ces blocs donnent de la roche volcanique classique. Tant pis. L'avantage c'est qu'elle se mine instantanément contrairement à l'autre variante.
Je passe la nuit à poser les bases de la structure. Le choix est fait, la construction partira sur un cercle. Jour 32, j'ajoute des côtés au cercle. Je ne veux pas d'une simple forme plate sans caractère. La structure commence à prendre du relief. La base de ma future construction s'affirme enfin. Jour 33, je monte les murs de la structure. Je creuse le volcan, puis je remonte les parois. Le sol est lui aussi creusé et nivelé. Tout doit être uniforme à l'intérieur de la tour. Jour 34, je continue à monter les murs de la tour. Et pour changer d'air, je m'occupe des champs de temps en temps. Je pars chercher la chitine nécessaire pour améliorer la table d'armure. Une fois les ressources récupérées, je passe enfin à la forge. Je fabrique un plastron et des jambières en adamantite. Un pas de plus vers un équipement complet. Le jour 36 et 37, je pars miner de l'adamantite. En chemin, je croise un T-Rex géant. Malgré tout, je poursuis le minage sans relâche. Ce n'est qu'au jour 37 que je range enfin pour tout faire fondre. Le jour suivant, je m'occupe des champs pendant que les minerais fondent. Le temps travaille pour moi. Une fois la forge terminée, je complète enfin mon équipement. Mon armure en adamantite est achevée. Je passe la journée à m'occuper des champs et à en créer un troisième dédié aux betteraves et aux carottes. Puis la nuit venue, je creuse le sol de la tour pour obtenir une surface parfaitement plane. Jour 40, je poursuis la mise à plat du terrain. Désormais, en posant des seaux d'eau, une chute ne devrait plus être fatale. À la nuit tombée, je pars chercher de la pierre pour continuer l'élévation de la tour. Durant les jours 41 au jour 69, je conquiers la hauteur en posant la pierre la journée et récoltant la nuit, forgeant ainsi ma tour vers les cieux. Jour 70, ma technique pour one-shot les blocs de pierre volcanique ne fonctionne plus. La construction de la tour va donc prendre plus de temps que prévu. Jour 71 à 73, je poursuis la construction jusqu'à terminer enfin la tour. Jour 74 et 75, maintenant que la construction est terminée, je m'occupe des entrées. Je passe toute la journée 74 à en concevoir une, puis je reproduis le même modèle durant la journée 75. Jour 76, je passe la journée à ajouter des détails sur la tour en essayant de la faire s'illuminer dans la nuit. Mais une fois la nuit tombée, et avec un peu de recul, je me rends compte que je n'aime pas du tout le résultat. Le jour suivant, je repars explorer. D'abord parce que j'ai besoin de blocs lumineux et aussi parce que construire commence à m'énerver. En chemin, je découvre un donjon encore en développement. Puis dans la nuit, je trouve enfin ces fameux blocs lumineux, cachés dans des champignons géants. Jour 78, je poursuis simplement la récolte de blocs lumineux. Et le jour suivant, je rentre à la base et je m'occupe de poser un sol noir dans la tour. Le jour suivant, je termine le sol du premier étage de la tour, puis je construis des escaliers pour accéder au second étage. Au jour 81 et 82, je continue la construction de l'escalier, puis durant la nuit, j'enlève l'effet lumineux que j'avais donné à la tour. J'installe les fenêtres de la tour. J'aime cette technique, bloquer les fenêtres avec des blocs lumineux. De l'extérieur, la tour paraît habitée et s'éclaire la nuit. À l'intérieur, je peux décorer librement sans me soucier des ouvertures. Jour 84, je déménage tous mes coffres dans la tour. L'opération prend beaucoup plus de temps que prévu. Le jour suivant, je passe du temps à observer les dérives de blocs pour réfléchir à la décoration intérieure, tout en avançant dans l'aménagement de la tour. Jour 86, j'ai une idée pour décorer l'extérieur de la tour. Je pars donc chercher de la pierre blanche pour la réaliser. Je commence par tracer un cercle autour de la base. Étonnamment, je le réussis sans aucune erreur. Le jour suivant, je trace le second cercle, encore une fois sans erreur. Je commence à croire que je pourrais donner des conseils au maître en matière de traçage de cercle. Les jours 89 et 90, je façonne du relief sur les cercles, cherchant à donner un style de temple grec détruit par le temps. Puis je commence à détruire la zone d'apparition au plein milieu du cercle. Et j'en profite pour faire du terraforming jusqu'à la fin du jour 90. J'ai passé les jours 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 à décorer au maximum les jardins. Une phase longue mais très fun. Et pour le jour 100, qui marque la fin de cette aventure, je vous montre en musique la construction que j'ai faite lors de ces 100 jours.
J'en ai aussi profité pour découvrir les portails expérimentaux. J'ai plutôt l'impression qu'ils servent à teaser la World Gen V2 qui devrait arriver très prochainement. Rien de très intéressant.